Énormément de choses qui viennent, qui nous empêchent d'arriver à notre plein potentiel. C'est le fait de se dire, ok, si j'échoue, les gens vont se moquer de moi, ça va me faire mal. Ça va te faire mal, ils vont se moquer de toi, c'est pas grave. Mais devant. Bienvenue dans Coulisses. Aujourd'hui, je reçois Régis Momba, cofondateur de Jamo, cette application qui est utilisée par plus de 1 million de personnes en Côte d'Ivoire. C'est le travail, c'est le travail qui fait l'homme. Il faut vraiment travailler sans tricher. Si tu triches, je ne peux pas travailler avec toi. Si tu triches, on ne peut pas être ensemble. Salut Liliane. Ça va? Ça va bien. Et comment tu te sens là? Écoute, ça va. On est samedi, j'ai un peu de travail à finir et tout ça, mais ça va. Mais tu viens au bureau à quelle heure généralement? Dans la semaine? Ouais, dans la semaine. Je suis au bureau à 6h45. Je dépose mon fils à l'école. Ok. Et je suis au bureau à 6h45. Mais c'est quelle école en Côte d'Ivoire qui fait réveiller les enfants à 5 heures? Parce que je suppose... En fait, tu serais surprise, tous les enfants se réveillent tôt, hein, parce qu'il y a l'embouteillage, les cars doivent venir les prendre. Et ouais, la plupart des enfants se réveillent tôt. 5h, 5h30, ils sont déjà debout, quoi. Et justement, parlant d'enfants, Ouais. faut que tu me parles de ça. Non, en fait, il vient en fait. En fait, mon fils, il avait une vraie addiction aux écrans. Ok. Quand il était un peu plus jeune, genre 2 ans. Et voilà, j'ai tout fait pour qu'il s'en détache, tu vois. Et j'ai commencé à introduire des activités de dessin et tout ça, des trucs pratiques, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va, il est complètement détaché des écrans. Et quand il me suit ici, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend quelque chose, il commence à dessiner partout, il voit. Et en fait, ça, c'était un dessin un jour. J'avoue, je ressemblais un peu à ça quand même. Mais oui, je ressemblais à ça. Oui, c'est ça, avec les cheveux et tout. Je ressemblais à ça, donc bon. Mais il s'est amélioré depuis le temps. Il fait vraiment de beaux dessins maintenant. Et ouais, mais il faudrait l'encadrer, ce dessin. Ouais, je vais le garder. Non, c'est trop beau. Franchement, je crois qu'on sent un véritable talent là. Donc, s'il y a des gens qui voudraient du dessin du fils de Régis. Oui, mais non, ses dessins sont meilleurs actuellement. C'est vraiment beaucoup plus beau que ça. Il s'est beaucoup amélioré. Il s'est beaucoup amélioré. Mais tu sais que Picasso, il a commencé comme ça, on est d'accord? Ah oui, c'est ça. Mais du coup, toi, c'était quoi tes rêves d'enfant? Alors, moi, je voulais devenir astronaute. Astronaute? Ouais, je voulais aller dans l'espace. Ok. Mais je n'ai pas abandonné ce rêve. Je pense dans quelques années, si Jamo s'est bien passé, ouais. Voilà, je peux aller dans ce domaine, on ne sait jamais, quoi, tu vois. Mais j'ai pas abandonné ce rêve. Je sais qu'un jour, je vais y aller. Tu sais que j'ai aussi ce rêve-là. D'aller dans l'espace? Oui. Ok. Je n'ai pas envie de devenir astronaute, mais j'ai juste envie d'aller dans l'espace et de voir ce que ça donne. De prendre la Terre en selfie, tu vois. J'ai vraiment envie de faire ce selfie où je suis comme ça avec mon casque et tout, et il y a la Terre derrière. Être dans les étoiles. Si, c'est ça. Et en fait, quand moi je grandissais, ma mère me partageait énormément d'images de l'espace, tu vois. Elle avait des encyclopédies, elle avait plein de documents, voilà. Et donc moi, voilà, ça m'a donné toujours cette envie de, justement comme toi, regarder la Terre de haut et voir ce que ça fait, et surtout voir d'autres planètes, tu vois, la Lune, des trucs comme ça, le Soleil, tu vois. Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression d'être immensément petit quand tu sais à quel point tout est grand là-haut? Exactement, tu vois, et ça te rend humble, je dirais, tu vois. On est vraiment petit, quoi, et la Terre, c'est vraiment ce point minuscule parmi tant des milliers de planètes dans l'univers. Mais c'est aussi très angoissant, on est d'accord, parce que l'idée de se dire que tout ça va rester encore des milliards d'années et nous, on va juste disparaître. Ouais. Je pense que ça te ramène paradoxalement les pieds sur terre, dans le sens où tu te rends compte en fait que on est juste une infime partie de l'histoire. Voilà, on est et normalement ça doit te retirer toute forme d'ego. Ouais. Et plutôt te focaliser sur en fait, je suis pas là pour durer. Donc quel est l'impact que je vais avoir pendant ce court laps de temps pour lequel je suis là, et qu'est-ce que je vais apporter aux autres qui sont autour de moi. Parce que aussi on a cette dimension sociétale où on ne vit pas seul, on n'est pas seul. On vient seul sur la terre, mais on y croise des personnes. Et qu'est-ce que tu laisses à ces personnes-là pour le futur, quoi, pendant ce court laps de temps pendant lequel tu seras sur cette terre. Tu sais, j'ai souvent l'impression que tu fais très attention à ton ego. Tu fais très attention à ce qu'il n'empiète pas. Alors, pas que je fais attention, mon ego a complètement disparu, franchement. Ton ego a vraiment disparu. Franchement, quand tu es un entrepreneur et que tu crées surtout des solutions technologiques, quand tu es un gars de produit comme moi, par exemple, il n'y a pas de place pour l'ego, tu vois. Vraiment, c'est énormément d'empathie. Te mettre à la place du client de façon constante. Qu'est-ce qu'il ressent, tu vois, comment ça se passe pour lui et tout ça. Et moi ce qui me drive, je dirais, vraiment dans la vie, encore une fois, j'en parle tellement, c'est l'impact
quel est l'impact que je peux avoir vraiment autour de moi. Tu vois, qu'est-ce que je laisse comme valeur, qu'est-ce que je crée comme valeur, qu'est-ce que je laisse comme héritage autour de moi. C'est vraiment ça qui me drive. Après, l'ego, je suis sûr qu'on en a tous sous une forme. Mais ce que je vais posséder, ce que je vais avoir, honnêtement, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, quoi. C'est vrai, on travaille tous pour peut-être de l'argent et tout, mais c'est pas ça qui va me motiver, tu vois. C'est vraiment quelle est la valeur, quel est l'impact que je suis en train de créer. Ouais. Et je disais ça récemment dans une interview. En fait, aujourd'hui, je peux perdre pratiquement tout ce que j'ai comme argent. Ça va me piquer un peu, mais franchement, je vais pas mourir. Et pourquoi j'ai ce degré de confiance-là, où je sais que je peux repartir de zéro et puis reconstruire tout ce que j'ai perdu, quoi, tu vois. Parce que j'ai développé cette capacité-là, justement, à avoir cet impact, à créer de la valeur. Et ça, c'est avec moi, tu vois. C'est ça vraiment qui m'intéresse, quoi. C'est pas les choses matérielles, la position par rapport à l'autre. Franchement, ça va, ça vient. C'est pas un truc qui dure, quoi. Ouais. C'est assez étonnant, tu vois, parce que à la fois dans le monde de la tech, il y a ce côté très flamboyant, ma valorisation est de telle, on a levé tel nombre de millions de dollars, on a tel investisseur sur notre cap table. C'est assez étonnant d'avoir ce discours-là dans un environnement pareil, tu trouves pas? Après, je pense que ça fait partie du game, honnêtement, de parler de valo, de parler de qui a investi dans ta boîte. Ça te permet d'attirer d'autres personnes, du talent, c'est très important, et d'autres personnes. Donc, ça fait partie du game. Après, je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est pas leur focus. C'est vraiment pas ça leur focus. Moi, je regarde les gens, la majorité des personnes, tu vois, qui construisent de bonnes entreprises, ils sont focalisés entièrement sur qu'est-ce que je suis en train d'apporter aux clients. Quand tu prends un gars comme Jeff Bezos, pendant longtemps, leur entreprise était déficitaire et tu vois, les gens disaient à la bourse que ouais, c'est pas une bonne entreprise et tout. Et il était tout le temps focus sur qu'est-ce qu'on fait pour le client, tu vois. Pendant des années. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde, tu vois. Ouais. Donc, ça fait partie du game. Mais je pense pas que ce soit des choses, des métriques comment dire ça, qui te définissent en tant qu'entrepreneur. Honnêtement. La valeur est plus diminuée. On a des licornes, bien des entreprises qui ont perdu leur valeur, tu vois, qui sont rentrées en bourse, qui ont perdu leur valeur et tout ça. Mais ce qui reste, c'est qu'est-ce que tu as construit comme valeur de façon tangible, de façon réelle, de façon pérenne pour le client. Ça part pas en fait, ça est là. Donc c'est vraiment ça notre focus. Et oui, mon associé Assad, pareil, il est vraiment dans cette dynamique-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Voilà, c'est vraiment pas... la valeur, c'est bien, mais bon, c'est pas ça. C'est pas par ça qu'on va se définir, honnêtement. D'ailleurs, je pense on n'a jamais parlé de notre valeur en public, je pense pas. Non. On n'a jamais parlé de notre valeur. Mais si tu me poses une question sur le produit qu'on crée, la valeur qu'on crée pour le client, ben, je serais content de t'en parler, tu vois, pendant des heures. Ouais. Mais en fait, parlons justement du monde de la tech et tout. Aujourd'hui, tu es dans le produit. Oui. Tu es CTO. Non, je ne suis pas CTO. Alors, on a démarré, j'étais CTO. Oui, tu étais CTO. Voilà, mais je m'occupe aujourd'hui, depuis on a recruté un Head of Engineering qui vraiment supervise la partie technique. Moi, je reste encore un peu là parce que j'ai un peu plus de contexte et tout ça. Et puis, j'ai travaillé un peu quand même sur l'architecture technique il y a quelques mois. Donc, j'ai encore quand même de la connaissance. Souvent, je code, ça peut arriver. Aujourd'hui, je m'occupe principalement du produit chez Jammo, un peu de la croissance, donc growth. Un peu de la stratégie et tout ça, et puis un peu de marketing aussi parfois. T'es l'homme à tout faire de Jammo? Non, vraiment pas. J'ai la partie la plus fun, je dirais. Plus fun. La plus fun, parce que tu as l'autre revers de la médaille qui est la partie administrative, juridique, relation avec les investisseurs. Ça, c'est Hassan qui gère, c'est la partie la moins fun. Mais peut-être que c'est fun pour lui. Ça doit être fun pour lui, je pense. Et ouais, je pense avec Hassan, on est complémentaires justement. Donc chacun sur son domaine de prédilection, on se marche pas sur les pieds, tu vois. Et même dans la façon dont on fonctionne en tant qu'associé, c'est de se dire, OK, on se défère à la personne qui a le plus de compétences dans le domaine. Donc, quand on a des je dirais, pas des conflits, mais des sujets de discussion, on va se dire, OK, bon, cette personne a probablement plus d'expérience sur ça. Bon, on va lui laisser prendre la décision. Et puis, quand on ne tombe pas d'accord, on va regarder la data, vraiment la data, et se dire, OK, bon, la data dit tant, faisons ça, quoi. Mais surtout, on a des valeurs, je pense, lui aussi, c'est des valeurs avec lesquelles on badine pas, c'est le respect,
Vraiment, le respect, c'est très important ici. Tu dois respecter tout le monde, vraiment, parce que chacun apporte sa pierre, sa contribution, pardon, à l'édifice. Et puis la communication, il faut vraiment parler, il faut dire les choses, il faut être transparent, il faut se dire vraiment les choses comme c'est, quoi. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des moments où ça ne marchait tellement pas entre vous que vous avez envisagé la rupture? Curieusement, jamais. En 4 ans, on n'a jamais eu de moment comme ça, tu vois. Jamais de clash ou de moment, tu vois. On a eu des moments difficiles pour l'entreprise, tu vois, où on s'est dit peut-être, bon, il voulait aller dans une direction, moi je voulais aller dans une autre direction, mais on a utilisé toujours le principe dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais on n'a jamais eu de clash où on s'est dit, et franchement, ça se passe super bien, c'est un gars formidable. Il n'aime pas beaucoup les caméras, malheureusement, c'est moi qui parle. Mais est-ce que toi-même tu aimes les caméras? Pas vraiment, mais je suis un peu plus à l'aise, je pense, et tout ça. Mais franchement, c'est un gars super bien. Et Jamos, c'est son idée, tu vois. À la base, c'est son idée. Il avait, je pense, il essayait d'ouvrir un compte bancaire au Sénégal. Parce qu'il a grandi en Côte d'Ivoire. Et curieusement, il a grandi dans le même quartier, sans se connaître, tu vois. Et après avoir grandi ici, il est allé en Espagne, il a fait ses études universitaires et il est allé au Pérou où il a créé une start-up, tu vois, de vente de tickets de bus. Et ça a marché, il a revendu cette start-up-là et il a voulu rentrer en Afrique. Et justement, quand il est rentré, il voulait ouvrir un compte bancaire, il a vu la friction et tout. Et il s'est dit, OK, c'est peut-être un challenge que je peux résoudre, tu vois, vraiment comment créer des meilleurs services financiers pour les jeunes en Afrique. Parce que tu as à peu près 20% des gens qui ont accès aux services bancaires. Et donc, tu as tous ces 80% de gens-là. C'est difficile pour eux, en fait, tu vois. Et je sais pas, tu vois un peu comment c'est difficile d'avoir accès aux services bancaires. Ouais. Et il s'est dit, en fait, qu'il y avait une meilleure façon de faire aujourd'hui. Donc, il cherchait un associé et tout. Et puis, il a cherché un peu avant de tomber sur moi. Je pense que j'étais son 3e choix, je pense. Pas mal. Et il a cherché sur LinkedIn, il m'a envoyé un message sur LinkedIn. Ah, ça va, Régis, et tout ça. J'ai cette idée un peu, tu vois, que je vais créer. Et est-ce qu'on prend un café et tout ça? J'ai dit, il n'y a pas de problème. À l'époque, moi, je travaillais chez un opérateur télécom. Et je lui ai dit, OK, tu viens et tout ça. Et on a pris le café. Et moi, à l'époque aussi, curieusement, justement, j'avais travaillé pendant 5 ans dans les services mobile money. Et un peu de B2B. Et je voulais me rediriger vers la banque, vraiment. Et j'ai postulé à des banques, mais on ne me prenait pas et tout ça, tu vois. Et à l'époque, je voulais retourner à l'école. Donc, je me suis dit, OK, peut-être que je dois peut-être avoir un autre diplôme, bien intégrer un réseau, tu vois. Donc, je voulais retourner dans une bonne école, une très grande école pour faire un MBA. Donc, j'allais dédier 2 ans à essayer de rentrer à Harvard ou Stanford ou MIT, tu vois. Et puis je le croise. Et puis, ça fait clic dans ma tête. Moi, j'ai cette envie de créer des trucs bancaires aussi. J'ai mon expérience en mobile money. Et lui, il a cette idée d'application bancaire. Et puis, ça fait clic. Et donc, quand on se rencontre, 3 jours plus tard, je dépose ma démission. Et puis, on se lance dans le truc, quoi, tu vois. Mais c'était, enfin, je sais pas pour toi, mais cette décision, elle avait l'air un peu précipitée, un peu comme si tu jouais à la roulette russe. Je pense que c'est ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, tout le monde autour de moi pratiquement m'a dit, n'y va pas, ne fais pas ça, tu vois. Ne prends pas ce risque-là. Mais j'avais cette envie de toucher à ce problème-là, le problème dont on parlait, le truc de l'inclusion financière et bancaire, et d'essayer de faire quelque chose dans ça. Je me suis dit, OK, soit tu le fais maintenant, sous cette forme, soit tu auras ta chance et peut-être éventuellement après, tu ne vas pas pouvoir le faire. Et qu'est-ce qui peut arriver si tu échoues? Et je reviens encore à cette notion de confiance en soi où je sais que je suis capable de créer de la valeur. Ben, si tu échoues, tu recommences, mais tu ne vas pas avoir faim en fait, tu vois. Franchement, je vais dire, je sais que j'ai les connaissances, tu vois, j'ai les compétences, et je sais que si j'échoue dans quelque chose, bah, je me relève et puis je pars. Ce qui m'avait fait un peu hésiter à l'époque, c'est que mon fils avait 1 an. Celui qui a dessiné. Ouais, c'est lui, voilà. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Et puis je me suis dit, bon, OK, si jamais j'échoue, c'est pas grave, il est encore jeune. Bon, il va manger du gari, un truc comme ça, tu vois. Alors. Donc ça va, ça peut aller. Oh mon Dieu. Donc ce que j'ai fait, j'ai déposé ma démission, j'ai réduit mon train de vie énormément, divisé par 2, j'ai déménagé dans une petite maison et tout. J'avais quelques économies tu vois. Et puis voilà, on s'est lancé dans le truc, quoi. Et je me suis coupé de mon cercle social pendant 3 ans comme ça, 2 à 3 ans. Tu étais quelqu'un qui à la base sortait beaucoup? Je sortais beaucoup, j'avais des amis et tout, mais pendant 2 ans, 3 ans qu'on a démarré Jamo, je me suis totalement coupé
pour me focus sur vraiment ça, quoi. Il n'y a que maintenant que je commence à ressortir un peu, mais tu vois. Mais du coup, est-ce que cette histoire de 9000 francs que tu as racontée au TEDx, est-ce que c'était vrai? C'était très vrai, justement, parce que et la frustration était réelle. Et, tu vois, j'avais besoin d'un document bancaire, comment dire ça, un truc bancaire, en fait, tu vois. Et en face, j'avais cette nonchalance et cette personne qui vraiment ne voulait pas s'occuper de moi, tu vois. Et moi, ça a été frustrant. Et c'est tout ça qui a fait que quand j'ai rencontré Hassan, j'ai dit, OK, moi-même, j'ai vécu ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas passé du temps à résoudre ce problème-là pour les millions de personnes, de jeunes qui sont là en Afrique, tu vois. Et vraiment laisser cet impact, cet héritage-là, tu vois, pour ces personnes-là. Donc en fait, Jamou, c'était le bon moment, le bon cofondateur et le bon endroit, la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire, tu vois, très bon marché, tu vois. Hassan, super personne vraiment bien, très intelligente, très compétente. Voilà, et moi-même, j'avais mes compétences, tu vois. Et je me suis dit, voilà, si je ne fais pas ça, à quel moment je vais faire, tu vois, je vais prendre ce risque-là. Tu vois. Et c'est difficile pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs de voir ça. Parce que je t'ai dit que tout le monde autour de moi, tous mes collègues, tout le monde me disait ne fais pas ça. Il y a un collègue qui m'a dit, tu sais quoi, tu vas perdre tes avantages d'Internet gratuit. Tu vois, tu n'auras plus d'unité, tu n'auras plus d'Internet gratuit, tu vois. Mais c'est juste ça qui lui faisait peur, lui. C'est pour te dire à quel point les gens souvent sont omnibulés sur ce qu'ils ont. Tu vois. Et si je pense quelque chose qu'on a, lui, Hassan et moi, c'est cette capacité-là, justement, à se détacher des choses matérielles, tu vois, de ne pas avoir peur de perdre ces choses-là. Une fois que tu n'as plus peur, tu prends des risques, tu peux prendre énormément de risques, tu vois, avec ce que tu fais, et ça paye. Ça peut payer, en fait. Tu peux échouer, mais ça peut payer. À cette époque, tu avais quel âge? En 2019, j'avais 33 ans. 33 ans. Ok, donc. Je venais d'avoir 33 ans. Tu avais l'âge de Jésus. C'est ça. Jésus, j'ai fait une blague même, je me rappelle à l'époque. Quand on m'a fêté mon anniversaire, j'ai dit, j'ai 33 ans, il faut que je passe rapidement à 34 ans. J'avoue. Faut pas que je reste. Mais oui, mais en fait, j'ai vieilli dans Jamou, vieilli en griffe. T'es devenu papa pour la deuxième fois? C'est ça, voilà. Et puis, même en tant que personne humaine, avec tous ces gens autour de moi, les collaborateurs et tout ça, tu vois. Franchement, c'est la meilleure période de ma vie, tu vois, que je vis actuellement. Tu vois, parce que je suis tellement challengé que je grandis vraiment en tant que personne humaine. Et les compétences que j'acquiers sont incroyables et ça n'a rien à voir avec ce que j'aurais fait en business school, dans une école, tu vois. C'est vraiment de la pratique, c'est vraiment des choses. Et ce qui est le plus gratifiant même, c'est de voir que, en fait, ce que tu entends de créer, c'est un impact réel sur la vie des gens, en termes de valeur et tout ça. Ça ne se passe pas tout le temps bien, c'est pas grave, mais l'idée encore, c'est pas de se focaliser justement sur le point, mais c'est de voir vraiment la trajectoire que tu prends et de voir où est-ce que tu es en train de partir et avoir un idéal vers lequel tu progresses, je pense. C'est assez drôle que tu dises ça parce que j'ai toujours pensé que le succès d'entreprises comme Irao ou comme d'autres entreprises réside dans le succès de la fintech. Je trouve qu'aujourd'hui, même les créateurs, même les talents en général, ils ont beaucoup de mal à capturer de la valeur parce que la plupart des outils n'offrent que la carte bancaire. Et quand on sait que la population n'est pas aussi bancarisée qu'ailleurs, je crois qu'il y a une grosse difficulté de la part de une grosse difficulté auxquelles font face ces talents-là pour justement se faire rentabiliser, monétiser, tout ça. Oui, en fait, en Afrique, on a, surtout en Afrique francophone, je pense que les anglophones sont en train de résoudre ce problème-là depuis très longtemps. On a ce problème d'infrastructure. L'argent, il y a vraiment énormément de valeur dans l'argent. Donc, transférer l'argent à quelqu'un, payer quelqu'un, tu vois, tous ces trucs-là, il y a énormément de valeur dedans. Et il y a une infrastructure qui aujourd'hui n'est pas totalement complète, tu vois, pour ces flux financiers-là. Et justement, qui dit problème, dit opportunité. Donc les fintech, les startups qui vont venir résoudre ces problèmes-là, elles vont créer énormément de valeur. Si elles arrivent à résoudre ce problème de façon pérenne, elles vont créer énormément de valeur et elles vont, si tu vois, déclencher une sorte de tsunami où les autres pourront venir se mettre au-dessus de leurs solutions pour justement créer encore plus de valeur. Donc si moi j'arrive à construire une solution où les gens peuvent payer, transférer, tu vois, toi en tant que créateur de contenu, tu peux te plugger sur moi et puis maintenant proposer ton contenu et puis les gens payent, tu vois. Mais je pense que ça va venir. Je pense que les régulateurs
les autorités, tu vois, c'est pas des gens qui sont, c'est des gens qui sont très intelligents, tu vois, des personnes très intelligentes. Et elles voient un peu tout ce truc qui bouge, tu vois, tous ces gens qui essaient des choses. Et ouais, il y a énormément de choses qui sont en place actuellement, qui sont en train de se mettre en place. Et il faut continuer les efforts. Faut pas être cynique, faut pas abandonner. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut des gens qui prennent ce genre de risques pour créer des solutions. Et ça va venir. Je suis très confiant pour l'avenir de la fintech. Et même l'avenir numérique, digital en Afrique francophone. En Afrique. Est-ce que tu penses que la personne que tu es aujourd'hui a été formatée par... Je pose la question de manière très prudente. Tu disais par exemple que tes parents travaillaient beaucoup et ont beaucoup sacrifié pour t'offrir la vie que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu penses quelque part avoir manqué de leur attention? Alors, j'ai ressenti ça énormément avec, un peu avec ma mère, parce que mes parents ont divorcé très tôt. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, et je vivais avec ma mère et mon frère. Et ouais, elle travaillait énormément, tu vois. Et en grandissant, j'ai senti un peu ce manque-là, tu vois, où elle n'était pas là et tout ça. Mais après, j'ai compris. Avec le recul, j'ai compris en fait que elle se donnait à fond pour qu'on ait vraiment le confort absolu. Mais oui, à un moment de ma vie, oui, j'ai senti ça. Et du coup, j'essaie justement aujourd'hui, avec mon fils, de vraiment être là, présent pour lui le plus possible. Mais oui, ça, c'est un peu formé la façon, je pense, le parent que je suis et peut-être un peu la personne que je suis. Mais avec le recul, oui, ça m'a touché. Par contre, une des choses que j'ai appris d'elle, c'est vraiment, et même de mon père aussi, c'est le travail. C'est que c'est le travail qui fait l'homme. Tu vois, il faut vraiment travailler sans tricher. Même aujourd'hui avec mes collaborateurs, si tu triches, je peux pas travailler avec toi. Si tu triches, on peut pas être ensemble, tu vois. Et j'aime l'effort sincère. Même si tu essaies et que tu n'y arrives pas, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu fasses cet effort sincère-là, vraiment de travail sans tricher, quoi, tu vois. Et c'est très important pour moi. Et donc, ça a façonné la façon dont je suis, la façon dont je travaille, la personne que je suis. Et oui, voilà. Et je pense que c'est ça, quoi. C'est ça qui fait aujourd'hui. Les gens, en général, vont me dire, ah, tu es une personne intelligente et tout. En fait, c'est pas vrai. C'est pas ça, vraiment. Le truc, c'est que je travaille énormément. Je travaille vraiment, quoi. Et je triche pas. Et voilà, je vais fouiller, je vais vraiment faire le truc qu'il faut faire, quoi, sans tricher et tout ça. Et je pense qu'à la longue, ce genre d'attitude paye. Tu vois, surtout si tu es dans une dynamique où tu es en train d'essayer de t'améliorer, tu vas fournir des efforts, tu vas échouer 1000 fois, mais il y a au moins 1001 fois où tu vas réussir et ça va payer, quoi, tu vois. C'est assez intéressant parce que avant que tu ne rentres dans le monde du salariat, tu as été entrepreneur. Oui. Tu as échoué 2 fois. J'ai fait 2 startups où j'ai échoué, ça fait vraiment mal l'échec, tu vois. Ouais. C'était assez difficile. Donc, je suis allé avec un ami, juste après mes études, je suis allé avec un ami au Nigeria. Donc, c'était en 2011, on était en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, pardon. C'était juste un peu après la crise. Donc, c'était un peu bizarre. Bon, les choses se mettaient en place et tout. Et donc, je suis allé au Nigeria avec un ami avec qui j'avais fait l'école universitaire. Ouais. On a créé une start-up. Donc, l'idée pour nous, c'était une start-up dans le e-commerce pour mettre en relation des commerçants avec des fabricants. Et dans la chaîne de valeur, tu as des gens qui sont au milieu, qui sont les distributeurs, qui prennent en général une grande partie de l'argent. Et donc, nous, on se disait, et si on supprimait ces distributeurs-là, et on crée une plateforme numérique qui mettait directement les fabricants en relation avec les commerçants, et tu économises la partie des distributeurs, et tu passes cet argent-là aux commerçants, et puis tu passes le volume aux fabricants. Donc, c'est ça l'idée. Ouais. Et on développe la start-up, on recrute des gens, j'ai recruté 2 ingénieurs, et on développe la start-up et on claque l'argent dans le lancement. On fait des trucs grandioses et tout ça, tu vois. Et ça se passe pas bien. Après 1 an, on échoue, il n'y a plus d'argent et tout. Bon, le projet tombe un peu à l'eau. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Je dis, bon, OK, je vais essayer une autre start-up et tout. Donc, je reprends une deuxième start-up qui était dans les services numériques. On fait 2 ans, ça se passe pas bien encore, j'échoue. Mais là, j'étais arrivé à une équipe de 7 personnes même carrément. C'était sur quoi cette deuxième start-up? Alors, la deuxième start-up, c'était justement une entreprise de géolocalisation. Donc, l'idée pour nous, c'était de permettre à toute personne de géolocaliser son bien mobile de façon la plus rapide possible. Et j'avais cette idée parce que mon père s'était fait arracher son véhicule à l'époque. Et voilà, il était très triste et tout. Et je me suis dit, OK, si je crée une solution où, voilà, de façon la plus facile possible, je puisse suivre mes biens qui sont mobiles. Et on développe une solution qui marche. On a des clients entreprises et tout ça. Et après 2 ans, on échoue. Bon, on a échoué. On a développé une application qui s'appelait Taxi Tracker.
qui a super bien marché. On a eu 50 000 téléchargements. Et je suis approché par une entreprise qui veut se lancer sur le marché ivoirien et qui me parle d'acquisition et tous ces trucs. Donc, moi, je perds mon focus sur ce que je fais. Je vois acquisition, je dis, OK, je serai riche et tout ça, tu vois. Ça se passe pas bien l'acquisition et l'entreprise vend son truc et bon, nous on est là, on n'a plus rien, j'ai perdu mes clients, l'application marche plus et bon, l'entreprise fait faillite en fait, tu vois. Et après ça, je me dis, franchement, ça c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie parce que je me suis remis en question. En fait, je me suis dit que peut-être que en fait tu connais rien, peut-être que tu es vraiment nul, quoi, tu vois. Et ouais, j'étais vraiment le plus bas possible et je réussis quand même. Je me suis dit, OK, je vais peut-être aller en entreprise et peut-être apprendre comment les choses se font, tu vois, et puis vraiment être un peu plus patient et tout ça, et à développer des compétences et tout. Et donc, c'est là que je réussis à rentrer chez cet opérateur Telcom, où je passe 5 années là-bas, où je travaille sur des produits assez intéressants. Ouais. Intéressant. Donc, quand je regarde la personne que tu es aujourd'hui, je me rends compte qu'avec ces échecs-là, ce à quoi tu as fait le plus face, c'était la vanité. Tu t'es rendu compte que la vanité était un péché capital pour l'entrepreneur. Et donc, avec Jamo, tu as essayé justement de mettre de côté tous les vanity metrics et tout ce qui était lié à ça. Je pense ce dont je me suis rendu compte, c'était que ta motivation pouvait être pouvait ne pas être, comment dire ça, propulsée par les bonnes choses. En l'occurrence, si c'est l'argent qui te motive, si c'est la renommée qui te motive, je pense que c'est très difficile de réussir en tant qu'entrepreneur. Tu peux y arriver, hein, franchement, mais c'est très difficile, tu vois. Mais si tu te concentres sur, encore une fois, qu'est-ce que je suis en train de créer comme valeur. Je ne dis pas que c'est un péché d'avoir de la vanité, d'avoir l'ego. Absolument pas, on est tous comme ça, vraiment. Mais ce que je dis, c'est que moi, mon focus, vraiment, c'est ce que je suis en train de créer pour le client. Quelle est la valeur que je suis en train de créer? Est-ce que c'est structuré de façon pérenne? Et qu'est-ce qui me motive même chaque jour? Qu'est-ce qui fait que je me lève chaque jour? Si c'est ce que j'ai dans mon compte bancaire, ça ne va pas durer. Parce que ça peut partir. Si c'est ce que les gens pensent de moi, ça ne va pas durer. Parce qu'à la première faute, les gens te descendent. Tu vois? Mais par contre, si c'est l'impact que je suis en train de créer, là, franchement, ça me motive. Et même dans les moments difficiles, le moment où j'ai l'impression que tout va s'écrouler, c'est la lueur d'espoir c'est vers ça que je me dirige parce que je sais que si je continue de pousser, je vais y arriver en fait et arriver à avoir vraiment cet impact-là sur la population. Et donc, c'est vraiment ça qui a changé depuis lors. C'est de me dire, je me concentre sur ce que je crée pour le client. Vraiment, quoi. Et quel est cet héritage que je suis en train de laisser? Et ce que tu crées pour le client, encore une fois, j'insiste sur cet aspect, cette caractéristique. Il faut que ce soit pérenne, il faut que ce soit vraiment durable. Je ne viens pas juste pour créer quelque chose qui va disparaître demain. Je viens pour créer quelque chose qui est structuré de telle sorte que ça dure, que c'est là et que c'est, en anglais on dit sustainable, que ça rapporte de l'argent et que tu vois, ça paye des salaires, que l'entreprise tourne, tu vois, et que c'est constamment en perpétuelle amélioration, tu vois. Et quand je suis dans cette dynamique-là, j'ai pas peur d'échouer et surtout, je pense, j'arrive à traverser les moments difficiles de la vie d'entrepreneur. Quel a été ton moment le plus difficile dans Jamo où tu t'es dit, alors là, c'est possible qu'on coule? Il y en a eu énormément. Malheureusement, je ne peux pas en parler parce que c'est assez confidentiel. Mais oui, il y en a eu. Il y a des moments où on s'est dit, franchement, là, c'est dur. Là, c'est dur. Malheureusement, je ne peux pas donner des détails, mais on en a traversé énormément, tu vois. Ouais. Et ce qui a fait la différence, c'est notre résilience, tu vois. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux de faire ce projet avec quelqu'un comme Hassan, parce que c'est quelqu'un d'incroyablement résilient et surtout qui garde la tête froide. Quand je regarde tous ces moments qu'on a traversés, c'est la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de garder la tête froide, tu vois, et de se dire, OK, on peut mourir, mais c'est pas la fin du monde. On va garder la tête froide, on va traverser, on va faire ce qu'il faut faire. Donc on va proposer des solutions, on va essayer chacune de ces solutions-là, on va mesurer et on va s'améliorer et on va essayer de sortir de ça, tu vois. Donc c'est l'approche qu'on a eu à chaque fois. Vraiment, il faut garder la tête froide, tu vois, parce que c'est très...
Je dis souvent que pour créer une fintech en Afrique, il faut avoir un cœur de lion. Parce que ça fait vraiment peur, tu vois. Tu peux perdre vraiment, je pense, tout du jour au lendemain si tu fais pas les choses, si tu fais pas attention, tu vois. Et traverser ces périodes-là, justement, plus tu traverses ces périodes-là, plus tu t'accroches, encore une fois, à autre chose à part des trucs de vanité. Tu vas t'accrocher à tes clients. Est-ce qu'ils vraiment ils sont contents et tu vois. Et est-ce que tu entends créer quelque chose de bon pour eux, tu vois. Et c'est ça qui nous a fait traverser, je pense, toutes ces crises qu'on a eues. Après, c'était pas des grosses crises, tu vois. C'était pas des trucs qui mettaient, qui allaient tuer l'entreprise, tu vois. Mais c'est des trucs, si tu ne réagis pas, qui peuvent éventuellement tuer l'entreprise, tu vois. Et donc, là, le fait que tu vois éventuellement la mort de ton entreprise, ça peut te paralyser. Et tu peux avoir très peur et puis dire, OK, c'est fini. Tu vois. Mais si tu gardes la tête froide et tu réagis, ça passe. Et l'autre question qui me vient aussi à l'esprit, c'est l'autre revers de cette médaille-là, à savoir, est-ce que toi, par contre, il y a eu des moments où tu te réveillais avec l'envie d'abandonner? L'envie d'abandonner, ça ne m'est jamais arrivé à Jamo. À Jamo. À Jamo. Mais dans d'autres entreprises? Oui, bien sûr, mais oui, mon emploi passé, oui, c'était difficile. Hein. À un moment, c'était surtout quand tu postules et tu vois, on ne te prend pas et tout, tu te remets en cause en fait, tu vois. Et même mes entreprises passées aussi, mes secteurs passés, c'était pareil. Mais curieusement, à Jamo, il n'y a pas eu un jour où je ne me suis pas levé pour me dire, et puis je n'étais pas content de venir au travail. Là, je suis là tous les jours à 6h30, quoi, tu vois. Je peux rester autant que possible ici. Ouais, ça m'est jamais arrivé à Jamo. Tu aimes ce que tu fais? J'adore ce que je fais, je suis très reconnaissant à Dieu et surtout mes collaborateurs parce qu'on est dans une sorte d'état où l'entreprise se porte très bien et surtout on a une confiance en soi, en nous, qui est énorme et on sait que quel que soit le challenge qui va arriver, on a 165 personnes qui sont là, hyper qualifiées, hyper intelligentes, tu vois, qui vont pouvoir prendre ce problème-là et essayer de le résoudre. On a traversé les moments difficiles de Jamo, vraiment. Aujourd'hui, l'état dans lequel on est, franchement, en tout cas en tant que founder, c'est l'un des états les plus fun. Parce que là, tu prends un peu plus de hauteur, tu travailles un peu plus sur la stratégie, tu vois, et tu as des gens vraiment extrêmement compétents qui t'aident tu vois, à déployer cette stratégie. Raconte-moi le mois où il a fallu prouver à YC que vous pouviez avoir de la traction sur Jamo. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois? Alors, YC, pour ceux qui ne savent pas, c'est Y Combinator. C'est une sorte d'accélérateur de la Silicon Valley. C'est l'un des meilleurs accélérateurs d'ailleurs. C'est très difficile de rentrer là-bas. Le taux d'acceptance, c'est le meilleur. Ouais. Le taux d'acceptance, il est de 1%. C'est beaucoup plus difficile de rentrer là-bas que de rentrer à Harvard, tu vois. Et donc, l'histoire de YC a démarré quand on cherchait à lever des fonds. Parce qu'on a démarré l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il fallait énormément d'argent pour faire fonctionner ce truc-là. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est très régulé. Et quand un client dépose 1000 francs sur son compte Jamo, ce sont 1000 francs qui sont bloqués sur un compte bancaire. Donc, si un compte Jamo ne peut pas toucher, en fait, tu vois. C'est comme ça que le régulateur garantit un peu que les fonds restent, tu vois, bien et tout. Et donc, ça demandait énormément d'argent, tu vois. Donc, toi, tes petits 200 millions de francs CFA que tu as levés pour faire fonctionner ton entreprise, si tu ne fais pas attention, tout ça, ça se retrouve sur un compte bloqué parce que tes clients ont déposé 200 millions de francs CFA sur leur compte. Attends, donc ça veut dire qu'il faut garantir à la hauteur de ce que les clients déposent. Donc, si par exemple les clients de Jamo ont déposé, je dis n'importe quoi, 1 milliard, oui, il faut que quelque part sur un compte, il y ait 1 milliard qui soit bloqué. C'est comme ça qu'on garantit que, okay, au cas où Jamo fait faillite, le client a toujours accès à son argent. Okay. Tu vois un peu. Parce que tu n'es pas une banque et donc tu dois, le régulateur prend des mesures justement pour garantir que voilà, tu peux faire ce que tu veux, hein, la technologie et tout, mais l'argent des gens, hein, c'est là. Donc, cela signifierait que si vous levez des fonds, vous levez non seulement l'argent qu'il faut pour garantir les fonds des clients, mais aussi le côté opérationnel, le fonds opérationnel. Voilà. Et cet argent, cet argent pour le truc des clients, ça s'appelle le working capital. Okay. Et c'est un sujet difficile pour les startups, les fintech. Parce que quand ton produit devient populaire,
tu as besoin de cet argent-là pour le garantir quelque part. Après, quand le client, il recharge son compte, il recharge avec son propre argent. Et donc, si par exemple, toi, tu as rechargé ton compte de Orange, l'argent, bon, d'un opérateur télécom, l'argent qu'on a enlevé sur ton compte Mobile Money, il doit venir chez Jamo. Okay. Il doit venir chez Jamo, n'est-ce pas? Et le temps que ça prend pour venir chez Jamo, en réalité, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te dire, OK, on est sûr que tu nous as donné ton argent, donc on va créditer ton compte Jamo. Mais tu as ce laps de temps-là qui fait que le temps que ça prenne, les virements bancaires prennent énormément de temps dans la zone UEMOA. Ça peut prendre 2 à 3 jours comme ça. Donc pendant ces 2 à 3 jours-là, la startup doit garantir que toi, ton argent est disponible. Et donc, c'est cette tension-là qu'on appelle le working capital pour les startups. Et c'est très difficile pour les fintechs qui essayent de se développer. Et donc, quand nous, on a démarré, on a vu ce problème assez rapidement. Donc, on s'est dit, OK, on aura besoin de beaucoup plus de capital pour vraiment permettre à ce truc-là de fonctionner. Surtout que tu avais énormément d'engouement autour du produit qu'on a lancé. Bon, avant de lancer même d'ailleurs. Et on s'est mis à chercher à lever des fonds. Et Hassan avait son réseau, vraiment formidable réseau et tout ça, qui nous avait permis de sécuriser le précis, donc de 200 millions de francs CFA. Et juste après, on devait aller vers les investisseurs un peu plus grands, pas des business angels, pour lever à peu près, je pense, 2 millions et tout ça, pour pouvoir financer le démarrage. Et on avait des difficultés, parce que tous les investisseurs nous disaient, c'est bon, la Côte d'Ivoire, mais il y a des marchés plus intéressants comme le Kenya, le Nigeria, où au moins on sait qu'il y a des startups là-bas qui marchent, tu vois. La Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Déjà, tu as le discount de la langue, tu vois. On appelle ça le language discount. Donc, quand tu es une startup quand tu es dans un pays qui ne parle pas anglais, on te met un discount automatiquement. Et puis, il y avait les élections, il y avait Covid, il y avait trop d'incertitudes, tu vois. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on va pas chercher à entrer dans un réseau d'investisseurs, les meilleurs au monde, tu vois. Et si on a réussi à intégrer ces incubateurs-là, on aura le premium, un peu le cachet sur la boîte et ce sera beaucoup plus facile pour nous. Et donc, c'est comme ça qu'on postule à Techstars et Y Combinator. Donc, on est pris à Techstars et on leur dit, ah bon, merci, mais en fait, on est en train aussi de postuler à YC. Et si ça marche à YC, bon, malheureusement, on va vous dire non, tu vois. Et on postule à YC. Et YC, en fait, l'entretien, le processus, c'est d'abord tu postules, on te présélectionne et on t'invite à un entretien de 10 minutes. Tu as eu qui en entretien? J'ai eu trois associés, je me rappelle plus de leur nom. Ouais. mais bon, c'est 3 associés de YC, ils sont une dizaine, je pense. Et ils te bombardent de questions pendant 10 minutes. Franchement, c'est plus que... C'est chaud en fait, tu vois. Et tu dois arriver à les convaincre en 10 minutes que tu as le potentiel. Voilà. Et nous, notre entretien ne se passe pas très bien. En tout cas, moi, je pense que c'est mort. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est mort? Parce qu'on n'arrive pas à placer un mot. Les gars, ils te harcèlent de questions, te balancent. Tu réponds à une question, et puis après, tu te rends compte en fait que tu n'as pas bien répondu à la question, tu n'as pas dit ce que tu voulais dire, et ces 10 minutes, c'est court. Et tu veux vraiment prouver que ton produit va marcher. Et ça se passe, pour moi, c'est mort. Quand on finit le truc, l'entretien s'est passé, il était 23h ici, moi, j'étais fatigué et tout ça. Et j'envoie un message à ça, il dit, ah, ce truc-là, c'est mort et tout, tu vois. Mais curieusement, on ne reçoit pas un mail pour nous dire que c'est pas bon. On reçoit un mail qui nous dit, écoutez les gars, on ne vous dit pas oui, mais on ne vous dit pas non plus. On veut que pendant 1 mois, vous nous prouviez qu'il y a de l'attraction pour ce truc-là. Et donc, le lendemain, on arrive au bureau. À cette étape-là, Jamo n'avait pas encore de clients. On n'avait pas de clients. On n'avait pas totalement le produit. OK. Donc on venait de finir ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire les cartes. OK, donc vous aviez en fait une sorte de MVP. C'est ça, on avait le MVP. Donc 6 mois, on a commencé premier jour. 6 mois après, on avait le MVP. OK. Mais on n'avait pas les cartes physiques. OK. Et il y avait les cartes virtuelles par contre? Il n'y avait pas les cartes virtuelles non plus. OK. Voilà. Et donc, l'application était prête, on avait tout fait, il ne manquait que les cartes. Il y avait le Covid, les cartes ont été bloquées à l'aéroport, il y avait énormément de choses. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site internet avec une liste d'attente et on a mis la proposition de valeur de Jamo. Qui a eu l'idée de la liste d'attente? C'est Hassan. Hassan. Donc, il a dit, un jour, on réfléchissait et puis il dit, écoutez les gars, on ne peut pas attendre.
on va get out of the building. Donc, on a créé le projet Get Out of the Building. On a dit, OK, on va se faire voir et on va voir ce que les gens pensent de notre produit, en fait. Donc, on a créé le site internet joli avec tout, comme si ça existait vraiment, quoi, comme si c'était prêt. Et on a dit aux gens, mettez-vous sur la liste d'attente. Et c'est curieux, l'être humain est curieux, bizarre. Quand tu l'empêches d'avoir quelque chose, c'est là qu'il est vraiment motivé, en fait, tu vois. Et ça a marché. Le premier jour, on a eu 1000 personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Et c'était très viral. Et ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a développé la liste d'attente, on l'a développé comme un produit, en fait, tu vois. Donc, on a fait ce produit spécifique de liste d'attente là. Comment vous l'avez développé comme un produit? C'est-à-dire que tu as le produit de l'application, Jamo, mais la liste d'attente, c'était un vrai produit, en fait. C'était pas un truc qu'on a appris. Une application? C'était une application avec... c'était par le site internet, mais le parcours client était très élaboré et très fluide. Tu vois. En fait, en général, les gens, quand ils font une liste d'attente, ils vont juste mettre un formulaire sur leur site et puis c'est fini. Non, nous, c'était pas comme ça. On a vraiment intégré ça vraiment à l'application. Tu recevais un SMS, tu cliquais, ça ouvrait l'application. Le truc était hyper fluide, tu vois. Et c'est comme ça que ça a été hyper viral. Il y avait ça, il y avait le fait que le client voyait ce qu'allait être Jamo. Et puis, il y avait aussi le référal, donc le parrainage. Donc, on donnait 1000 francs à chaque personne, que tu pouvais gagner 1000 francs pour chaque personne que tu allais inviter. Donc, ces 3 ingrédients ont fait que c'était hyper viral, tu vois. OK. Et vous avez dépensé combien de 1000 francs? Alors, c'est une très bonne question. Les 1000 francs, on les donnait uniquement que quand le client avait sa carte. Donc, quand la personne que tu as invitée prend sa carte, c'est là qu'on dépensait 1000 francs. On te donnait les 1000 francs, tu vois. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'est-ce que ça te coûte d'acquérir un client. On appelle ça le coût d'acquisition, tu vois. Et en fait, le coût d'acquisition pour nous, d'un client, et à la longue, on s'est rendu compte qu'il était même en bas des 1000 francs qu'on donnait. Tu vois. Et c'était même mieux de dépenser de l'argent dans le parrainage plutôt que d'aller faire des publicités. Parce que quand toi, tu recommandes à quelqu'un, non seulement ça nous coûte moins cher, mais ça vient avec un cachet tu te portes garant. Si toi, tu recommandes à ton frère, à ta soeur, tu te portes garant que le produit est bon et ça a plus d'impact même auprès des clients et c'est plus viral. Tu vois, dans cette croissance organique-là. Donc, c'est pour ça que pendant 3 ans, nous, on n'a jamais fait de publicité. Tu n'as jamais vu de panneaux de Jamo et tout ça. Non. L'argent qu'on avait, on le dépensait justement dans financer ce programme de parrainage et puis un peu dans les publicités et tout. Et donc, pour revenir à ta première question, c'est on fait ça et en octobre, on passe à YC, début octobre, et on a 1 mois pour qu'il y ait l'attraction. Et pile poil, ça tombe au moment où les cartes arrivent. Ont été débloquées. Et on prend les cartes, on se met à se promener partout. Moi, je partais dans les supermarchés, partout dans les centres commerciaux, les entreprises, je vais là-bas, je dis, il y a la nouvelle carte et tout. Vraiment, on partait sur le terrain, quoi. Tu disais, il y a la nouvelle carte, c'est-à-dire, vends-moi la carte Jamo, comme à l'époque tu faisais. J'ai dit, OK, par exemple, bonjour, ça va, est-ce que tu payes pour Netflix, tu vois, par exemple? Oui. Comment tu payes pour Netflix? Ah, j'ai une carte pour payer, OK. Comment tu recharges ta carte? Ah, je vais à la banque. J'ai dit, OK, tiens ma carte, tu peux recharger via ton Orange, ton mobile money, tout ce que tu veux, en instantané, sans jamais te déplacer 24/24. Donc la carte était prépayée? C'est ça. C'est toujours une carte prépayée. Toujours une carte. Mais le produit par lequel on a démarré, c'était la carte prépayée. OK. C'est-à-dire que on avait vu que c'était un produit assez populaire et qui était plus ou moins facile à implémenter et qu'on pouvait vraiment disrupt dans le sens où on pouvait apporter énormément d'améliorations sur ce produit-là. À l'époque, pour avoir une carte prépayée, tu devais aller faire le rang à la banque. Tu devais aller la recharger, tu vois. Donc nous, on a dit, OK, on arrive, on simplifie vraiment l'expérience utilisateur. On n'essaie pas d'être trop gourmand sur les prix et puis ça va prendre. Et on se focus sur l'expérience client, la prise en charge du client qui a un problème, tu vois, livrer la carte facilement, la convenience, donc le confort et tout, tu vois. On a mis tout ça en place comme proposition de valeur et c'est sur ça qu'on vendait vraiment les premières cartes Jamo, quoi. Et ça a pris, c'était vraiment quelque chose de nouveau et voilà, c'est comme ça que ça a marché et je pense que ce mois-là, on a vendu 3000 cartes. 3000 cartes. Oui, le mois de... Il y a autant de supermarchés en Côte d'Ivoire ou... Non, après... la liste d'attente aussi a été convertie. La liste d'attente, il y avait 50 000 personnes sur la liste d'attente. Donc ça fait un taux de conversion de moins de 10%. C'est ça, pour le premier mois. Pour le premier mois. Après les gens, on a livré tous ces gens-là. Mais non, on partait pas seulement sur le terrain. On avait l'acquisition justement depuis la liste d'attente, mais on avait l'acquisition aussi en ligne. Tu vois, on avait des campagnes en ligne, on acquérait les clients via des publicités. Et quand ils arrivent,
le parcours client est fluide, et puis on leur livre la carte. On a développé une application de logistique de livraison qu'on a donnée à des services de livraison. Ils avaient l'application et ça les aidait à livrer vraiment la carte. Donc en fait, non seulement content d'avoir travaillé sur le produit Jamo pour s'assurer que les gens puissent avoir leur carte, vous avez aussi dû aider vos partenaires logistiques à mieux faire le travail de livrer les cartes. Parce qu'en fait, on cherchait des partenaires et on se rendait compte l'expérience, ça allait être comment? L'expérience, en fait, les gars, ils utilisaient des cahiers. Non. Oui, à l'époque, c'était ça. Les services de livraison utilisent des cahiers. Tu vois, ils utilisent des cahiers, ils vont noter. Aujourd'hui, ils impriment la liste des livraisons. Bon, imagine-toi, on te livre la carte et que tu dois attendre que quelqu'un de Jamo te contacte pour activer la carte. Tu attends un jour, 2 jours. Franchement, ce n'est pas une bonne expérience. Donc, on a arrêté tout ça. On dit, bon, OK, pas grave. On a passé 1 mois à développer une application de livraison. OK, donc ça, c'était après le mois YC. C'était avant YC. C'était avant YC. C'était avant, parce qu'on avait vu ça venir, en fait. OK, donc vous avez anticipé. On a anticipé, tu vois. On avait vu ça venir, tu vois. Donc, le temps que les cartes n'étaient pas encore prêtes et tout, on a utilisé ce mois-là pour développer l'application de logistique. Et c'était prêt. Mais qui a codé? On était 3 développeurs à l'époque. Il y avait moi, il y avait 2 développeurs. Voilà. Et voilà, l'application est prête, on la met dans la main des services de livraison et tout est prêt, tout est smooth, quoi, vraiment. On acquiert des clients sur Facebook, ils viennent, ils cliquent, ils s'inscrivent et puis on livre l'application de façon la plus smooth possible. Et donc, dans ce mois-là, on livre 3000 cartes et YC voit, ils disent waouh, OK, donc c'est bon, on vous prend alors. Et c'est comme ça qu'on est rentré à YC. Et donc, vous livrez 3000 cartes? Non, on a livré le premier mois 3000 cartes. Ouais, aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça. Okay. Ouais, beaucoup plus que ça, quoi. Mais ce premier mois, il avait été formidable, énormément de traction. Et puis, on a une croissance qui va, la courbe, quand tu vois la courbe, ça va comme ça, quoi. Ouais. Ça va vraiment comme ça, on n'arrête pas de croître. Comment tu t'es senti à la fin du mois, enfin, au moment où il fallait contacter YC pour leur dire, écoutez, voici notre action. Est-ce que tu ressentais la fierté ou bien est-ce que tu avais peur qu'ils déconsidèrent le chiffre? Ouais, c'est vrai que j'étais content déjà d'avoir des clients. Donc, même s'il n'y avait pas eu YC, moi, j'étais déjà content. Tu vois. Bon, Hassan, il voulait vraiment YC parce que ça nous aidait pour lever les fonds et tout. C'est la partie qu'il gère, tu vois. Ouais. Mais moi c'est la partie client que j'ai. Et moi, le fait de voir 3000 personnes, franchement, j'étais content. J'étais vraiment content. Et puis. Par contre, le jour où on a eu le OK de YC, franchement, je me suis senti fier. Franchement, c'était bien. C'était genre, OK, une start-up ivoirienne est arrivée à faire YC. D'autant plus que moi, j'avais déjà postulé à YC avant. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais des idées de start-up. J'ai postulé 2 ou 3 fois, ça n'a jamais marché. Tu vois, donc le fait de pouvoir revenir postuler des années plus tard, genre 10 ans plus tard, et d'être pris dans YC, franchement, j'étais fier. On a coupé un petit gâteau avec l'équipe pour marquer ce truc. Ah ouais, vous avez coupé un gâteau? Oui, on célèbre les petites victoires. Okay. On prend le temps de célébrer ces victoires-là. Chaque fois qu'il y a un petit truc qui est bien, on se réunit. Ici, on prend un petit break, quoi, pour dire qu'on a La victoire est d'autant plus intéressante parce que la plupart des startups qui se font accepter à YC sont généralement anglophones. Est-ce que vous n'étiez pas la première startup ivoirienne à intégrer YC? On était la première startup ivoirienne. Je pense que dans l'Afrique francophone, il y avait déjà eu des startups. Donc, tu avais eu Wave, et puis tu avais une autre startup américaine qui avait lancé un produit au Sénégal. Donc, ces 2 startups-là, et puis je crois que tu avais une autre startup américaine lancée au Cameroun. Donc, ces startups-là avaient pour marché l'Afrique francophone. Donc, tu peux les considérer un peu comme les pionnières dans ce truc-là. Mais je pense qu'on a été la première startup, oui, ivoirienne, mais surtout portée par des Africains francophones. Je suis arrivé à rentrer à YC, à Y Combinator. Ouais. Très intéressant. Et du coup, ce que je ne comprends pas depuis le début de cette interview, c'est quel est donc ce téléphone que tu tiens? Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est mon téléphone. Ça, c'est le Nokia. Même les parents n'osent plus acheter ce Nokia. Non, en plus, ça, c'est la nouvelle version du Nokia 3310. Oui. Écoutez, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un Nokia dans la main de quelqu'un? C'est mon téléphone. Ils n'ont pas discontinué Nokia? Non, il y a une nouvelle. Je crois même qu'il y a un nouveau modèle qui sort. Oui, là, il s'est déchargé même, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est mon téléphone. Je me déplogue un peu des smartphones, surtout les week-ends. OK. Voilà, et ça me permet de faire un peu le break et de ne pas être trop... tu vois, parce que je reçois des appels, tu vois, par jour, tu vois, c'est énorme, des messages et tout. Et ça t'interrompt dans ton processus de réflexion parfois, tu vois. Et surtout, il y a ce côté addictif là qui se développe assez facilement, tu vois.
Et voilà, et ce téléphone-là me permet de faire le break un peu le week-end, de me rester. Souvent, je le garde aussi en semaine. Voilà, juste pour faire ce break-là et puis ne pas être constamment dans le digital. C'est paradoxal parce que c'est une application, tu vois. Mais oui, ça me permet de faire le break. C'est très intéressant parce que c'est assez similaire à une méthode que j'ai aussi, qui est en fait de ne pas allumer mon téléphone avant 10 heures et de mettre toutes mes réunions plutôt dans l'après-midi et après ce moment-là. Ouais. Pour rester focus, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, quand j'arrive le matin, c'est pareil. Je viens tôt, justement, parce que ça me permet d'avoir des moments de qualité, genre 2 à 3 heures de qualité de réflexion intense, tu vois, où je peux vraiment réfléchir à la stratégie, à autre chose, tu vois, et vraiment faire du travail de qualité. Après ça, ça rentre dans la réunion, les réunions supervisées, parler aux clients, tu vois, énormément de choses, tu vois, qui sont difficiles à faire, qui ne demandent pas de concentration, je dirais. Est-ce que toi aussi tu rêves un jour, après ta retraite, après Jamo, d'avoir une ferme coupée du monde et rester là? Alors, ça, c'est un projet que j'ai. J'aime beaucoup l'agriculture et tout ça. La théorie se vérifie. Tous ceux qui travaillent dans le digital non. ont Même envie de avant ma retraite, moi, je pense que je suis déjà en train de faire des projets un peu similaires, à petite échelle. Mais l'idée pour moi, c'est de voir comment avoir un truc vraiment assez vaste et tout. Oui, mais ça m'intéresse absolument. J'aime ça, j'adore ça. Ma mère, en fait, avait un potager chez elle. Et elle arrive même à planter du raisin en Côte d'Ivoire. Non. Oui, elle a pu faire pousser des raisins. Et voilà, j'ai ça d'elle en fait, l'amour des plantes et tout, des animaux. Ouais, donc c'est quelque chose que je me vois bien faire dans quelques années. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes naturelles à l'intérieur. Les plantes naturelles, c'est pour aider pour l'éco. C'est pour? Aider pour l'éco. L'éco? L'éco, voilà. Donc quand tu as des plantes naturelles dans une salle, ça diminue un peu l'écho. Et comme on fait énormément de réunions ici, ça aide un peu à diminuer l'écho. Hein. Et l'aloe vera de l'autre côté, c'est pour l'écho aussi? Je sais pas, peut-être. mais justement, parlant de focus, de concentration, j'ai souvent, en grandissant, cette envie d'arrêter le temps. Dans le sens où travailler dans le digital, c'est voir son temps passer très rapidement. Parce que tu es tellement distrait, tu es tellement occupé par diverses choses que tu ne vois pas ta journée passer. Tu ne vois pas les mois passer, les années passer. Et au final, tu dois te battre à la fois contre ce qui te permet de gagner de l'argent, mais le désir quand même de rester concentré. Je ne pense pas que Mark Zuckerberg passe autant de temps sur Facebook que les utilisateurs. Il passe énormément de temps avec sa famille, je pense. Oui, un peu. Et puis même à faire du sport et tout ça, tu vois. Et oui, je pense que c'est le but ultime des entrepreneurs. Je ne pense pas qu'un entrepreneur a envie de se laisser consommer entièrement par son projet entrepreneurial. Parce qu'après, toi-même, tu n'as plus cette hauteur-là qui te permet de prendre des bonnes décisions. C'est très important d'avoir un work-life balance au point. Tu vois, moi, j'essaie de faire des choses en dehors de Jamo, tu vois. Pareil pour Hassan, c'est très important de trouver cet équilibre-là. Et c'est d'autant plus important que quand l'entreprise grandit. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des dirigeants qui sont, si tu veux, bien à 360 degrés, qui ont une vie vraiment bien équilibrée et tout, parce que tu vas faire face à des défis qui sont incroyables. Et si tu n'as pas cette hauteur d'esprit-là, c'est difficile pour toi d'y arriver. Donc, tu vois qu'en général, c'est ça qui est bien quand tu crées une start-up, quand tu finis de passer la période difficile où tu es vraiment en train de travailler chaque jour, tu arrives à un stade où tu as recruté des gens qui sont vraiment compétents et qui absorbent vraiment en général. Moi aujourd'hui, vraiment, je suis content de mon équipe, quoi. Ils sont incroyables, ils absorbent vraiment des trucs, tu vois, que j'aurais pas pu absorber seul. Et ça me permet d'avoir du temps de qualité, vraiment de réfléchir à des trucs un peu plus long terme, tu vois, et d'avoir peut-être une meilleure vie que j'avais pas quand j'ai commencé Jamo, quoi, où on était seuls et on faisait tout, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, ce Régis qui a un burner phone, ce Régis en fait, oui, c'est comme ça que les Américains appellent ça, parce que tu peux jeter ça. Ouais, mais je vais pas le jeter, je le garde. Tu vas le garder. Mais ce Régis en fait qui est très focus, qui vient à 6h30, t'as toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose qui t'a transformé? Non, j'ai toujours été comme ça. J'avais pas le burner phone à l'époque, bien sûr, mais j'ai toujours eu cette constance, tu vois, cette discipline de travail. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est le travail. Il ne faut pas tricher dans le travail. Ça va être difficile, mais il ne faut pas tricher. Si tu ne triches pas, tu vas y arriver. Donc, j'ai toujours été comme ça depuis le début de Jamo jusqu'à présent. C'est le même genre de travail que je fais. Ce qui change, c'est la nature du travail que je fais. Donc, avant, j'aurais fait 1000 choses.
parce que on n'avait pas de collaborateurs. Mais aujourd'hui, je vais faire peut-être une ou deux choses qui ont un plus grand impact par rapport aux 1000 choses, en fait, et peut-être qui seront mieux faites par rapport aux 1000 choses. Mais j'ai cette constance de travailler là, j'ai toujours été comme ça. Par contre, aujourd'hui, j'essaye d'avoir une vie un peu plus équilibrée, tu vois, faire des choses et tout ça. Que j'avais pas l'occasion de faire quand on a commencé Jamo, parce que c'est le feu, hein, quand tu commences une startup, tu fais tout. Tu fais vraiment tout. Tu réponds aux clients, tu codes, tu vas vendre les cartes, tu vois. Il faut vraiment que tu arrives à stabiliser l'entreprise. Il faut aller dans ce degré de détail là, justement, pour comprendre comment tu peux résoudre de façon systémique les problèmes de l'entreprise, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait, on a arrivé à faire décoller Jamo là. C'est que chaque problème, on regardait et puis on dit, OK, c'est un problème qui est là, mais comment est-ce que tu résous ce problème-là sur le long terme? Et c'est en améliorant comme ça que, au finish, on a pu bien mettre en place des processus, des équipes, pour éventuellement arriver au stade où on est. Je pense que personne ne t'a jamais posé cette question. Tu me diras, mais Jamo, le nom Jamo, c'est venu d'où? On nous a posé cette question. Alors, le nom original de Jamo, c'était Kaibou. Kaibou. K-A-Y-B-U. OK. On cherchait un nom. Tu sais, quand tu as un produit mass market, donc grand public, il te faut un nom facile. Un nom facile. Pourquoi? Et surtout avec un nom de domaine que tu peux acheter. Donc, on a cherché des noms en 2 syllabes maximum. Et on a cherché des .com qui étaient disponibles et tout. Des domaines en .com, pardon. Et c'était ça qu'on avait trouvé qui était à peu près bien. Et puis, un jour, Hassan, il parle à sa nounou. Et elle lui dit, pourquoi tu n'appelles pas ton truc là Jamo? C'est la nounou de Hassan, voilà. Hassan. Voilà. Et bon, pas la nounou qui gère Hassan, oui, mais qui gère. Qui travaillait chez lui, voilà. Chez lui. Voilà. Et pourquoi tu n'appelles pas ton truc là Jamo, tu vois? Et il dit Jamo, ça veut dire quoi? Elle dit non, dans mon ethnie en baoulé, ça veut dire, je crois que ça veut dire bonjour, merci, un truc comme ça. Ah. Tu vois alors. Et donc c'est resté. Et donc il est revenu et on a dit ok, c'est bon mot. Et donc on cherche les noms de domaine. Donc le .ci, il est disponible, je l'achète automatiquement. Le .com, il n'est pas disponible. Et on demande au gars, est-ce que tu veux nous vendre? Il nous dit $3,000. Ouais, tu vois. Mais c'est beaucoup moins cher que je l'aurais cru. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, justement, peut-être ils ne savaient pas comment on allait devenir ça, tu vois. Exactement. Donc on prend le .ci et puis éventuellement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a acheté avec le gars avant d'être famous. OK. Avant qu'on parle de YC et tout ça, tu vois. Donc, on a acheté chez le gars et puis on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. On a le Jamo.com aujourd'hui. Et je pense que la question que tout le monde se pose, est-ce que la nounou a des parts? Parce que on est d'accord que je pense que Hassan, c'est un gars qui est généreux, tu vois. Oui. Après, ça, c'est une bonne question parce que tu ne donnes pas des parts comme ça, en fait, dans ton entreprise. Il faut faire très attention, tu vois. Mais comment dire, oui, mais je pense qu'il sera forcément généreux avec la nounou et tout ça, quoi. Ouais. T'imagines la nounou, elle rentre chaque fois dans son village et tout, elle leur montre sa carte Jamo. C'est moi qui ai fait le nom. Oui. Et énormément de gens au départ de l'entreprise nous ont aidés, hein. Pas seulement sur le nom, mais sur les idées et tout ça, sur la contribution et tout ça. Le support, le soutien était incroyable, quoi, tu vois. Et moi, c'est ce que j'adore chez l'écosystème. Et c'est pour ça que je veux redonner autant que possible à l'écosystème. Parce qu'on est là parce que des gens nous ont ouvert tellement de portes, nous ont aidés, nous ont fait des recommandations, tu vois. Et sans ces personnes, on n'en serait pas arrivé où on est, quoi, tu vois. C'est pas Jamo, c'est pas Hassan, c'est pas Régis, c'est le cumul de tous ces gens-là qui ont envie de résoudre un problème et d'avoir un vrai impact. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as créé REST. Reste. Yes. Alors, c'est encore un projet. Donc, voilà, pour moi, l'idée, c'est de faire un réseau donc REST, ça signifie le réseau d'entraide des startups technologiques de Côte d'Ivoire. Donc, moi, ce que j'ai dans la tête, c'est quoi? C'est de dire, OK, si une startup a ouvert une porte, il faut que toutes les autres startups ivoiriennes puissent passer par cette porte-là. Et donc, comment on crée un réseau, une plateforme qui est scalable et qui peut vraiment, comment dire ça, favoriser ces échanges, ce partage entre ces startups-là. Donc, c'est vraiment encore à l'idée de projet. On n'a pas encore lancé officiellement, mais oui, je veux arriver à ce modèle-là éventuellement pour que, pourquoi pas, dans 2 ou 3 ans, tu aies 3-4 startups ivoiriennes qui sont rentrées à YC, tu vois, qui ont pu lever des fonds, tu vois. Et nous aussi, Jamo l'a fait, il n'y a aucune raison pour que d'autres personnes ne le fassent pas. C'est juste qu'on doit trouver la façon dont on leur inculque ce savoir-là
et puis les aider à avoir ce soutien. Donc, c'est un peu ça l'idée avec Rest. Tu sais, en tant que béninoise et quand je regarde la Côte d'Ivoire, je trouve que le domaine de la tech est souvent réduite, limitée en Côte d'Ivoire à la question du digital. Et je ne suis pas la seule à avoir cette impression que la tech en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de community manager, de digital marketing manager. Est-ce que toi aussi tu as cette impression? Quel est le regard que tu portes? Ouais, je pense que c'était vrai il y a quelques années. Je pense que c'était vrai il y a quelques années où on parlait beaucoup du digital, oui, blogueur, community manager, mais c'est en train de changer. Tu as de réelles startups qui sont en train de se créer ici. Tu as Julaya, tu as Anka, tu as toutes ces startups-là qui démarrent, tu as Push qui vient d'arriver, tu as toutes ces startups-là qui démarrent. Et ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, on a le vivier de compétences qui est là, mais on a aussi les autres acteurs qui sont présents. Donc les business angels, les accélérateurs, les startup studios, tu as tous ces gens qui sont en train de qui sont en train d'arriver, qui se mettent en place. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi je dis toujours, c'est l'un des meilleurs pays où tu peux vraiment expérimenter, faire une start-up technologique parce que tu as pratiquement tout qui est là. Tu as l'électricité qui est stable, qui est là, bon, qui est peut-être un peu chère, certains pensent qu'elle est un peu chère, mais qui est là, 24 heures sur 24. Tu as la connexion Internet qui, oui, qui peut déconner parfois, mais de façon générale qui est là, tu vois. Et tu as un marché qui est vraiment intéressant. Les gens vont consommer ton produit s'il y a de la valeur pour ce produit-là. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est en train de changer. Ce n'est plus à l'époque où on parle uniquement de community management, de blogueurs. On est vraiment en train de parler de tech. Et même dans le domaine de community management, aujourd'hui, on parle de plus en plus de growth. Tu vois, donc le growth, c'est l'acquisition par la croissance, tu vois. Et nous, à Jamo, par exemple, on a un département growth. C'est des anciens community managers qui sont reconvertis en growth, en fait. Donc, les gens deviennent vraiment compétents sur ces sujets-là aujourd'hui. Ouais. Et justement, parlant de growth marketing, tu as dit un peu plus tôt que tu touchais également à ce domaine-là dans Jamo. Quelles sont les techniques de growth marketing que tu as éprouvées sur le marché ivoirien? Déjà, il y a le référent. Le référent que vous avez utilisé ça a super bien marché. Aujourd'hui, ça continue de marcher vraiment super bien. Tu vois. Le référent payant ou gratuit? Parce que le référent, en fait, le référent dans le sens où en français, on dit l'affiliation. L'affiliation. Voilà, où tu récompenses quelqu'un qui t'apporte un client. Oui. Ça marche super bien ici. Franchement, ça nous a aidé vraiment à acquérir énormément de clients sans trop dépenser d'argent. Et surtout en dépensant utile. Parce que quand tu sais que quand tu payes, c'est parce que quelqu'un est devenu un client chez toi. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as énormément de... Ce qu'on fait, nous, vraiment, c'est des expériences growth qu'on fait. Et donc, en général, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà tester un canal d'acquisition avec un message en particulier pour voir si ce message-là, il arrive à convertir plus de clients. Et si c'est bon, on remet de l'argent dedans, en fait. Donc, aujourd'hui, on dépense des dizaines de milliers de dollars par mois dans ces campagnes-là, sponsoring, et ça nous permet d'acquérir des clients des clients de Jamo. Mais on est sûr que ce sont des clients qui vont rester, en fait. Quand tu finis d'acquérir des clients, tu veux t'assurer qu'ils restent. Donc, on aura des expériences aussi pour s'assurer qu'ils restent. Par exemple, si on voit qu'il est sur le point de partir, le churn. Donc, churn, ça veut dire qu'il est parti en tant que client. On va lui proposer, par exemple, un transfert gratuit ou des choses comme ça, tu vois. On va l'appeler même pour lui dire, en fait, pourquoi ça fait 2 mois que tu n'utilises plus Jamo. Il va nous expliquer pourquoi il n'utilise plus Jamo et on va l'améliorer. Et enfin, on utilise vraiment ce canal-là pour définir un peu, pour valider un peu les idées produits. Donc, typiquement, on va avoir des idées de produits qu'on veut lancer. L'équipe Growth va lancer des sondages sur les clients pour demander un peu qu'est-ce qu'ils pensent de ce produit-là. Et ça va nous aider un peu à valider un peu le produit, la proposition de valeur, et puis implémenter le produit, en fait. Tu vois. Donc, c'est un peu comme ça qu'on utilise l'équipe Growth. Et Régis, le Growth Marketer, c'est quoi ta stratégie préférée, ta tactique préférée de Growth Marketing? Ça reste le référent. Le référent. Parce que j'ai envie de dire c'est gratuit. Bon, pas gratuit, mais genre, c'est utile, c'est très efficient, surtout quand c'est très bien fait. C'est très efficient. Et en tant que start-up, ça te permet de décoller, tu vois, ça te permet même de vivre pendant longtemps. Pendant presque, nous, on a vécu sur le référent pendant moins de 2 ans, sans faire de pub, tu vois. Ouais, et ça fait même que c'est organique en fait. C'est que le client, il aime tellement ton produit qu'il recommande ça autour de lui et il n'y a pas meilleure position que pour une marque
que d'être recommandé par tes clients. Oui, ouais. Je pense que c'est la base, c'est d'abord d'avoir un très bon produit, une très bonne expérience client et de proposer quelque chose à l'utilisateur qui le motive à recommander d'autres. En plus de son sentiment naturel de parler d'un truc qu'il aime. Exactement, voilà. Et un autre truc aussi qui est important par contre, c'est l'éducation. Donc, on fait énormément de contenu dans notre stratégie growth. On produit énormément de contenu, que ce soit des vidéos, des textes, parce que ce sont des produits nouveaux. Et ils sont issus des marchés qui peut-être ne sont pas à l'aise avec ces produits-là. Par exemple, nous, chez Jamo, on a 60 à 65% des clients dont la première carte, c'est Jamo. Tu vois, donc ils vont arriver sur des thématiques qu'ils ne savent pas. Les fameux frais de rejet qu'on a, tu vois, où les gens se plaignent, c'est peut-être parce qu'ils ne savaient pas que ça marchait comme ça. Donc, on fait énormément d'éducation là-dessus et ça permet de ramener les clients aussi. Donc, on a un site, on a Jamo Academy, on a des vidéos, on a un site, on a du contenu et tout ça, ça permet de ramener des clients. Mais moi, j'aime ça parce que ça permet d'éduquer particulièrement le client sur ces thématiques. Récemment, les dernières semaines, Jamo, vous étiez en train de chip back-to-back, comme si la team était en... Oui, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça découle d'une très bonne organisation et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que tout est bien fait et tout, voilà, tu es sur des rails, quoi, et ça va vraiment vite. Et on a juste pris le temps de construire vraiment les bases en interne au niveau de l'organisation et de mettre les bonnes motivations, les bons leviers en place. Et les gens sont motivés vraiment à développer. Donc, la façon dont on est organisé vraiment en interne, c'est que tout le monde participe à l'élaboration du produit et de la proposition de valeur. Vraiment tout le monde, c'est vraiment inclusif en fait, tu vois. Déjà, on a des town halls mensuels qu'on fait chaque mois. On présente de façon transparente la santé de l'entreprise. Financière aussi? Oui, on présente tous les chiffres et tout à tout le monde. On se met là dans la salle et on en parle, tu vois, et on présente les défis et les gens posent des questions dures, tu vois, challenge et tout ça. Et on répond vraiment de façon transparente à ça et moi, à toutes les questions possibles. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet tabou, on répond à tout. Il y a ça, mais il y a aussi la façon dont l'équipe produit, ingérie et architecturée. Donc aujourd'hui, ce que nous on a fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des squads, donc des bataillons. Et dans chaque bataillon, tu as des développeurs, donc tu as des front-end, tu as des back-end, tu as des ingénieurs data, ingénieurs qualité, tu as des ingénieurs UX qui vont faire le UI et le UX. Et puis tu as des managers techniques et tu as des chefs produits. Et ils forment ce bataillon-là. Et chaque bataillon est en charge de ce que j'appelle une expérience. Donc, par exemple, payer avec Jamo, c'est une expérience. S'inscrire sur Jamo, c'est une expérience. Transférer de l'argent, c'est une expérience. Donc, chaque bataillon a en charge quelques expériences sous sa coupole. Et en début d'année, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des objectifs globaux dans l'entreprise. D'accord? Donc, on se dit à la fin de l'année, on veut avoir telle croissance, tu vois. Et on cascade ces objectifs-là sur chaque service de l'entreprise, y compris les bataillons. Et donc, au bataillon, par exemple, je vais dire, ce trimestre, je veux une croissance de 10% des transferts, par exemple. Parce que moi, ça rentre dans mon business plan, tu vois. Donc, je dis, je veux une croissance de 10% des transferts. Donc, le bataillon va, ils réfléchissent ensemble et se disent, OK, pour avoir ces 10% de croissance-là, voici les projets qu'on va faire. Tu vois un peu, non? Et ils se mettent ensemble à travailler sur ce projet-là. Et ils ont le trimestre, justement, pour arriver à réaliser, à implémenter ces projets-là et à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé en début de trimestre. Et à la fin du trimestre, on fait l'évaluation. Et ce qui est bien, c'est qu'ils échouent ensemble et ils réussissent ensemble. Donc, s'ils n'ont pas pu arriver à l'objectif, ils ont tous échoué. S'ils ont pu y arriver, ils ont arrivé ensemble. Et si ça implique qu'ils doivent inclure d'autres personnes, d'autres services, par exemple de la finance, de la compliance, tu vois, d'autres services, ils le font. Et ils vont parler à ces gens et les inclure dans le projet. Et tous ensemble, ils définissent la proposition de valeur. Donc, une fois que tu arrives à mettre ces bons mécanismes en place et que tu as les bons leviers, mais les gens ils sont hyper motivés. Et c'est ce qui se passe actuellement. Tu vois, les gens ils sont extrêmement compétents, ils sont motivés et ils arrivent à sortir des fonctionnalités comme ça, tu vois. Et donc, moi, mon rôle vraiment, c'est de voir est-ce que c'est dans la bonne stratégie produit? Est-ce que ça va vers quoi on va aller? Et de valider un peu, si tu veux, en griffe, ce qu'ils sont en train de faire. Okay. Donc, c'est ce que tu vois actuellement est le reflet vraiment d'une très bonne organisation en interne et des gens hyper compétents, ils sont hyper motivés à faire sortir les Et donc, quand vous impulsez cette dynamique en disant aux équipes, aux bataillons, que vous avez des objectifs, est-ce que vous avez souvent votre mot à dire sur la manière dont l'équipe décide d'atteindre cet objectif? Absolument, parce que
en tant que founder, tu dois toujours rester proche quand même du produit et de la proposition de valeur. Et moi, en plus, qui suis Chief Product Officer, tu vois, je dis, j'ai mon mot à dire, tu vois. Donc, en général, c'est que quand ils vont faire des propositions, je vais éventuellement, en griffe, donner mon OK avant que ça reparte à l'implémentation. Et puis, tu as aussi ce qu'on appelle, j'appelle l'intuition du fondateur, donc Founder's Intuition, où en tant que founder, porteur de projet, tu sais plus ou moins où tu veux aller et tu sais plus ou moins, parce que tu as quand même le contexte de l'entreprise, tu sais ce qui peut marcher ou ne pas marcher assez facilement. Voilà. Mais ça reste que mes collaborateurs, en fait, dans les bataillons, ils sont beaucoup plus compétents que moi, beaucoup plus intelligents que moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai recrutés, parce que ce sont des gens qui sont beaucoup plus futés que moi, en fait. Voilà. Quel genre de manager tu es? Alors, ça, c'est une question qui, je pense, c'est difficile à répondre parce que je ne pense pas que je sois une personne différente du manager que je suis. D'accord? Je suis juste pareil. Donc, moi, mon truc, vraiment, c'est de déléguer. Vraiment, faire confiance à la personne. Tu vois, je pense que la croissance vient avec la pratique et je suis prêt à te laisser faire des erreurs. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire des erreurs, mais je ne serai pas sur ton dos à chaque fois pour te dire fais ci, fais ça. Par contre, encore une fois, pour moi, très important, c'est de ne pas toucher le travail. Donc, même si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tant que tu fais un effort sincère pour y arriver, ça me va. Tu vois. Mais quand tu commences à tricher et quand tu vois que tu triches, là, j'ai des problèmes. Tu vois. Mais en général, j'essaye aussi même si je te laisse, j'essaie de te donner une indication claire, pardon, de ce à quoi je m'attends. Donc, très tôt, je vais te dire, voici ce que je veux, ou en tout cas, voici ce que moi je vois. Tu vois, alors. Et comment toi, tu vas faire pour y arriver là? La plupart du temps, je te laisse faire. Tu vois. Et maintenant, quand je vois que c'est un peu compliqué, tu n'y arrives pas, parce que en général, je sais que je peux le faire peut-être même plus rapidement que toi, mais je veux que tu apprennes à le faire pour qu'éventuellement tu développes ces capacités-là à le faire seul. Donc, en gros, c'est ça, vraiment head hands-off, te laisser faire, te donner une indication claire de ce que je veux, et puis te faire des feedbacks assez réguliers sur ce que tu fais, quoi. Mais du coup, est-ce que tu aimes gérer les gens ou est-ce que tu es plutôt le genre de personne qui est plus produit vu que tu as quand même ce background? J'aime le produit, tu vois, j'aime le produit. Je t'avoue que gérer les gens, c'est un peu difficile, mais tu ne peux pas y échapper en tant que founder, tu vois. Par contre, la partie qui est gratifiante pour moi, c'est de voir des gens qui expérimentent une croissance personnelle. Tu vois, quand je prends certains collaborateurs qui sont arrivés dès le départ et qui n'avaient peut-être pas confiance en eux, le fait de leur avoir fait confiance, de leur avoir confié certains projets, et tu vois comment la personne est en train de vraiment grandir en tant que personne humaine et personne professionnelle, ça, j'aime ça. J'aime vraiment voir ça, tu vois. Ouais, et j'aime vraiment voir les gens qui travaillent vraiment, quoi, qui se donnent à 100%. J'adore ça. Et c'est pour ça que, encore une fois, je suis tellement content d'être à Jamo parce que on est tous jeunes, tu vois, la moyenne d'âge ici, c'est 25-26 ans. Tu as 52% de femmes, tu vois. Et j'aime ça. En général, c'est des gens, peut-être, c'est souvent leur première expérience professionnelle. Et c'est différent, ou bien même peut-être la deuxième, troisième, mais c'est différent de ce à quoi ils s'attendaient. Et c'est ça, ils sont focalisés sur qu'est-ce qu'on est en train de créer, quel héritage on est en train de laisser, quoi. Et j'adore cette partie-là, tu vois. Mais je t'avoue que le faire au quotidien, c'est un peu difficile quand même. J'imagine. Dis-moi, Régis, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Ouais. Dans ce que je fais ici? En général, dans ta vie? Dans ma vie, ce qui me fait peur en général, c'est ne pas laisser de bonnes ressources pour mes enfants. Tu vois, ne pas avoir le temps de laisser ces bonnes ressources avant de partir. Dans le sens où c'est même pas seulement des ressources financières, mais ça peut être l'éducation, ça peut être ce qu'il faut qu'ils aient pour avoir une bonne vie, tu vois, en termes de confiance en soi, en termes de capacité à créer de la valeur, en termes d'accès à des réseaux. Par exemple, je peux leur donner accès à mon réseau, tu vois. Donc ne pas pouvoir mettre ça en place, ne pas avoir le temps de mettre ça en place, ça m'inquiète un peu, ça m'angoisse, tu vois. Mais par contre, quand il s'agit de travailler tout ça aujourd'hui, franchement, j'ai zéro peur. J'ai pas peur d'affronter les gens, j'ai pas peur d'affronter les sujets, j'ai pas peur de faire quoi que ce soit. Vraiment. Aujourd'hui, tu me dis, créons un SpaceX, allons sur la Lune, on va s'asseoir, on va le faire. Et être dans cette situation, cet état où tu n'as pas peur, et je l'expliquais récemment dans un entretien, pour moi, c'est ça la vraie richesse. Tu vois, le fait que je suis tellement confiant dans ce que je peux faire, que j'ai pas peur de perdre ce que j'ai. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. J'ai acquis des compétences, j'ai développé mes compétences, je sais comment créer de la valeur, j'ai développé mon réseau aujourd'hui.
Et si je pars de zéro, je peux faire ce que je veux vraiment dans la vie. Ça me fait penser à 2 questions et je pense qu'on va de plus en plus vers la fin de cet entretien. C'est parmi les 2 choses que tu répètes souvent quand je regarde toutes tes interviews, il y a 2 mots qui reviennent. Compétences et réseau. J'ai l'impression que tu es profondément convaincu que ce sont les clés du succès. Donc aujourd'hui, toi, déjà donne-nous une définition du réseau, mais aussi comment est-ce que tu travailles sur tes compétences? Parce que tu es occupé au quotidien. Comment tu continues justement d'aller upper echelon, comme on dirait à Irao? Ouais. Oui, tu as raison. En fait, j'en parle tellement. Je pense que ce sont deux choses qui sont très importantes qui vont t'aider à créer plus de valeur. Ton réseau, très important, tu vois, qui tu connais, des gens à qui tu peux faire des choses, des gens qui peuvent te donner des choses, tu vois. Ça s'apprend. C'est vraiment une compétence à développer, le fait de développer son réseau. Mais ça va de pair avec ta propre compétence, ta compétence personnelle. Parce que si tu n'es pas compétent et que tu arrives à un réseau, oui, tu peux pénétrer le réseau et gravir les échelons, mais à un moment, on va se rendre compte en fait que tu es en Côte d'Ivoire, on dit un VI, tu vois. Un vendeur d'illusions. Un vendeur d'illusions, tu vois. Et ce réseau-là va t'éjecter. Alors, on se dit, OK, en fait, toi, tu es là juste comme ça, tu n'as pas besoin dans le réseau. Et donc, tu dois développer tes compétences. Et développer ces compétences, c'est lire, apprendre. Moi, je lis énormément. Je lis tout ce que je peux trouver. Et je me rappelle, je sais que les crises qu'on a traversées à Djamo, j'en suis sorti grâce à des livres. Tu vois. Je vous raconte une anecdote. En 2021, on avait eu cette forte croissance-là. Et Djamo ne marchait pas techniquement, en fait. Pour faire une opération, ça te prenait quoi? Ça te prenait 11 secondes, 10 secondes, tu vois. Et donc, multiplie ça par des milliers de clients. Ça faisait que la plateforme, en fait, c'était lent. Et je cherchais un moyen comment améliorer ce truc-là. Et j'avais atteint mes limites techniques, quoi. Et à l'époque, on n'était que 3 développeurs. Et j'étais le plus expérimenté, peut-être. Et j'avais atteint mes limites techniques, tu vois. Je suis allé prendre un livre, j'ai lu. Pendant un week-end, je me suis enfermé, j'ai lu. J'ai fini le livre. Je me suis enfermé pendant une semaine. J'ai développé ce que je devais développer. Et on est passé de 11 secondes à une demi-seconde. Tu vois. Et ce que j'avais développé à l'époque, c'est ça qu'on utilise aujourd'hui. C'est pour ça qu'on arrive à shipper un peu des trucs facilement comme ça. Ça vient de là-bas, en fait, tu vois. Et c'est ça, c'est toutes les crises, et même à Hassan, c'est pareil, toutes les difficultés qu'on traverse, on lit. Et donc c'est ça, c'est cet effort perpétuel-là de jamais se dire, c'est fini, je connais tout. Non, tu ne connais pas tout, il faut lire, il faut apprendre, il faut se former. Donc arriver à développer ces compétences-là et s'appuyer sur un réseau fort, pour moi, ce sont les compétences, ce sont les 2 choses qui font que tu n'as plus peur, en fait. Tu vois, tu peux tout m'enlever aujourd'hui, tu peux prendre tout mon argent, tu fais tout ce que tu veux. Tu me mets dans un endroit, forcément, je vais me relever. Je ne peux pas rester à terre, je vais me relever. J'aurai les compétences qu'il faut, je vais pouvoir toucher les personnes qu'il faut, et je vais me relever, je vais reprendre des euros. Donc, quand tu es dans cet état-là, tu n'as pas peur. Vraiment, tu n'as pas peur de prendre des risques, tu n'as pas peur d'aller affronter des choses, tu vois. Et c'est l'un des meilleurs états que tu puisses. Pour moi, c'est ça la vraie richesse, en fait, tu vois. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Non, je comprends ce que tu veux dire. Et je le comprends d'autant plus dans un monde où l'intelligence artificielle, ChatGPT, est devenue une réalité. Ouais. Aujourd'hui, combien de fois tu utilises ChatGPT? Ah, j'utilise ça tout le temps. Tous les jours? Tout le temps, j'utilise ça tout le temps. J'utilise ça pour faire des rapports. J'utilise ça pour coder parfois. Tu utilises Trustpilot, Copilot? Copilot, oui, dans le logiciel d'édition. Non, je n'utilise pas ça. Je pense que certains de mes collaborateurs développeurs utilisent ça. Tu le vois dans le code? Bon, je ne regarde plus trop le code aujourd'hui, mais je les ai vus utiliser ça un peu. Mais moi-même, mes propres projets, j'utilise ça, oui. ChatGPT me permet de faire une architecture assez rapide. Ouais. Des rapports data, j'analyse énormément de data. J'ai des data de partout, tu vois, on traque vraiment tout. Et ça me permet de faire des rapports, ou bien si tu veux, des synthèses assez élaborées et tout ça. Et ça me permet aussi de générer souvent du contenu, des mails, des emails, des processus, tous ces trucs-là, de façon formatée. Mais bien sûr, après,
tu apportes forcément ta touche et ton contexte et tout ça. Mais c'est un super outil aujourd'hui qui a boosté ma productivité, quoi. Ouais. Tu encourages telle équipe à utiliser aussi l'intelligence artificielle? Absolument. On a même une formation sur ChatGPT qu'on a fait en interne. Où, voilà. Et aujourd'hui, on en arrive même. Et nous, à Jamo, on fait énormément de travail sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning et tout ça. Ça nous permet de mieux gérer avec plus d'efficience l'identification client. Le fait de matcher ton visage à la photo sur ta pièce, le fait d'extraire tes informations de la carte. Aujourd'hui, on rigole avec le changement de photo de Jamo, mais c'est pourquoi on n'a pas fait ça depuis longtemps, parce qu'en fait, par derrière, tu as le potentiel de la fraude. Parce que l'enjeu pour toutes ces applications de fintech là, en général, de finance, c'est de savoir si la personne qui est derrière est vraiment la personne. Tu vois? Et c'est que récemment qu'on a pu développer des outils vraiment assez, où on était vraiment assez confiant. On s'est dit, OK, on va vraiment le lancer, quoi. Tu vois? Et donc, on puisse, c'est présent. C'est vraiment présent à Jamo, quoi. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression que j'ai fait le tour de tes coulisses, de ta vie de tous les jours? Oui, je pense on a parlé beaucoup de travail, peut-être pas de vie personnelle. Bon, je ne parle pas beaucoup de ma vie personnelle. Mais oui, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que de façon réaliste, je t'ai montré un peu ce côté. Je n'avais pas fait d'entretien comme ça. On a vraiment parlé en détail des trucs de Jamo. On a resté vraiment sur des trucs un peu high level. Mais là, je pense qu'on a vraiment abordé des sujets assez spécifiques sur la vie de Jamo. Tu es quelqu'un de très intéressant. Tu as l'air d'avoir vécu une vie assez profonde et d'avoir tiré les enseignements qu'il fallait pour devenir la meilleure version de toi-même. Si aujourd'hui tu devais regarder toutes ces leçons accumulées, et dis-toi par rapport à l'héritage que tu veux laisser justement aux jeunes aussi qui te suivent et qui s'inspirent de toi, est-ce qu'il y a trois leçons clés que tu pourrais tirer de ça et nous partager? Alors, je ne sais pas si je pourrais en avoir jusqu'à 3, mais la leçon principale, honnêtement, et je le dis tout le temps aux gens, à les jeunes que je croise, c'est de ne pas avoir peur. Franchement, c'est facile à dire après, mais vraiment, si c'est quelque chose que je pouvais retourner en arrière pour dire au Régis que j'étais là-bas il y a 10 ans, 15 ans, n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur. Vas-y vraiment quoi. N'aie pas peur de l'échec. Parce que l'échec, ça fait partie de ta formation. Ça fait partie de ta croissance. L'échec, c'est vraiment une étape de ta croissance. C'est parce que tu vas échouer que tu vas pouvoir te relever et aller un peu plus loin. Et dès que tu commences à percevoir l'échec comme, si tu veux, une étape nécessaire ou essentielle à ta croissance, mais tu n'as plus peur d'échouer et tu n'as plus peur de prendre des risques. Je pense énormément de choses qui viennent, qui nous empêchent d'arriver à notre plein potentiel, c'est le fait de se dire, OK, si j'échoue, les gens vont se moquer de moi, ça va me faire mal. Ça va te faire mal, les gens vont se moquer de toi, c'est pas grave. Mais devant, ce qui t'attend devant est beaucoup plus intéressant que ce que tu vas vivre là. Et je peux te garantir que quand tu seras devant, tout ce que tu as vécu là, en fait, ce sera juste un souvenir, en fait. Et si, dans la mesure du possible, autant que possible, c'est de prendre la hauteur pour observer vraiment la trajectoire que tu es en train de prendre, plutôt que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est difficile à entendre ça quand tu es dans les problèmes, mais si c'est le conseil que je peux donner aux gens, c'est vraiment de prendre la hauteur face à tout ça en fait et ne pas avoir peur de l'échec. Okay. Je pense que c'est ça vraiment la leçon que j'ai tirée de tout ça. Et aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, et le fait d'avoir eu, si tu veux, une semblance de, bon pas succès, mais on a quand même y arrivé avec Jamo, ça me conforte dans cette idée-là en fait de savoir que bon, même si demain on échoue, je sais qu'on a déjà fait quelque chose de tellement bien, je sais qu'on pourra faire quelque chose de meilleur encore, mais pas que ce qu'on est en train de faire avec Jamo, tu vois. Parle-moi de ton tatouage. Pas possible. Pas possible. Non, en fait, ça, le tatouage, si tu veux, je ne savais même pas qu'on voyait non plus, mais je l'ai fait dans une période de ma vie où j'étais vraiment au plus bas. J'étais aux États-Unis. Aux États-Unis. Et oui, j'étais avec un ami, Samuel, et lui, il a énormément de tatouages et tout. Et puis bon, dans un moment de folie, je pense que j'avais besoin un peu de validation personnelle et tout. Donc c'est là que j'ai commencé à me faire ce tatouage. Et par contre, j'ai pris goût à ça. Donc voilà, j'en ai fait quelques autres et puis bon, je pense que j'en ferai un peu plus. Il a un tatouage au bas du dos. Il va pas nous montrer. Mais tu sais, les tatouages, c'est bizarre, mais quand ça te pique, ça déclenche l'adrénaline dans ton cerveau
et ça devient une addiction en fait. Tu vois, quand j'en ai un aussi. Ah, tu vois, donc tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Donc, bon, malheureusement, on vit dans une société où je pense que ce n'est pas très tout le temps bien perçu. Dieu merci, je suis dans une position où il n'y a personne qui a envie de me parler de mon tatouage. Je me dis, tu seras là, quoi, tu vois. Donc, bon, je pense que j'en referai encore d'autres. Moi aussi, je pense que les moments où j'ai le plus eu envie de faire des tatouages, ça a toujours été des moments où je doutais tellement de moi. C'est ça, ouais. Et je me suis dit, par exemple, ceci, c'est le logo d'Irao, l'étoile d'Irao. Je l'ai fait à un moment où j'étais sûre que j'allais abandonner et je ne savais même plus à quoi j'étais bonne. Et le fait de l'avoir fait, de me réveiller chaque matin en voyant cette étoile, c'était la preuve que j'avais déjà fait quelque chose de cette ampleur-là et que si c'était à refaire, j'en ferais un de plus grand. Ouais. Mais comment ça se passe par rapport à ta famille? Est-ce qu'ils savent que tu as fait des tatouages et tout? Ça ne gêne pas? Étrangement, j'ai grandi dans un environnement, dans une petite ville au Bénin où les gens qui faisaient des tatouages étaient directement catalogués des drogués. Et je racontais hier justement que la première fois que je suis allée aux États-Unis, j'ai vu des pères de famille, des mères de famille avec des tatouages et mon cerveau n'a pas traité l'information correctement. Il disait, OK, sachant que tatouage égale drogué, est-ce que ces mères de famille et pères de famille sont des drogués? Et c'est là que je me suis rendu compte de l'incohérence d'attribuer justement des étiquettes aussi négatives à des gens qui ont juste de la coloration sur la peau. Et ma grand-mère, par exemple, je me rappelle, elle avait un tatouage de scorpion sur son bras, mais ma grand-mère, c'est pas une gangsta, quoi. C'est la personne la plus douce que je connaisse, tu vois. Ouais, c'est ça. Ici, c'est à peu près la même chose qu'on essaie de faire ici. C'est vraiment, il n'y a pas de dress code. On va pas te juger parce que tu as des cheveux. Bon, moi, je regarde mes cheveux, tu vois. Tu vois, ou tu as des tatouages, ou tu as des piercings et tout. C'est vraiment pas ça qui m'intéresse. C'est ce que tu peux vraiment apporter et surtout tes valeurs. Vraiment, quelles valeurs tu as. Que tu apportes ici à l'entreprise. C'est vraiment ça qui nous importe. Et si je regarde tout ce que tu as dit, c'était la première valeur avec Régis, c'est de ne pas tricher, c'est de toujours chercher à s'améliorer et de travailler. Le travail, il ne faut pas tricher le travail. Toi-même en tant que personne, ça va te servir de travailler. Vraiment, travail, c'est ta plus grande richesse que tu auras. Voilà. Et si tu triches avec ça, c'est comme si tu étais pauvre en fait. Merci beaucoup Régis, ça a été une discussion très philosophique finalement. Ah bon? Oui, c'est comme si on n'avait pas juste parlé de travail, mais on avait parlé de la psychologie derrière en fait, de ta psychologie à toi, de la manière dont tu vois le monde et merci. Merci à toi, merci pour l'opportunité, c'est vraiment bien. C'est un plaisir.